L'histoire commence sur un champ de bataille. En pleine bataille, le chef d'un des camps est informé que le flanc gauche tient bon et défend la plantation, mais que le flanc droit est en difficulté. Dans cette zone de guerre, les humains résistent à l'invasion de primates géants, qui saccagent les lignes défensives. Parmi les défenseurs se trouve Kai, qui fait face seul à un semi-humain et appelle son camarade Manso à l'aide. Mais Kai est mis à terre et reste vulnérable, alors que de nouveaux ennemis l'encerclent, et Manso est projeté au loin par un coup. Alors que Kai allait se faire frapper, un homme attaque le primate par derrière et sauve le jeune garçon. Ce guerrier se présente comme Ola, fils aîné de Moloch Vezin, et les humains alentour célèbrent l'arrivée de leur seigneur. Fatigué de l'invasion de ces singes, Ola ordonne à ses ennemis d'assister à la puissance du dieu de la terre qui réside en lui. Aussitôt, une crête divine s'active sur son visage, preuve visible devant tous qu'il est béni par les dieux. Les singes attaquent de nouveau, mais Ola tranche facilement le bras du premier et la tête du second. Dans leur propre langue, l'un des primates ordonne aux autres de se replier, et s'avance seul pour affronter le guerrier béni. Ce singe est différent, lui aussi possède une crête divine qui brille sur son visage, ce qui théoriquement rend le combat équilibré. Confiant, le semi-humain charge avec toute sa rage, mais la vitesse d'Ola est inégalée. Usant de son agilité, Ola esquive un coup violent et inflige une entaille profonde à son adversaire, mettant fin au combat bien plus vite que prévu. Ainsi, les habitants du village de Lag lèvent leur drapeau et célèbrent la victoire, tandis que les singes survivants fuient après la mort de leur chef. Devant le chaos laissé sur le champ de bataille, Manso dit à Kai qu'ils ont survécu un jour de plus. Pendant ce temps, Ola extrait la pierre divine du chef ennemi pour s'en nourrir, puis ordonne à ses alliés de faire de même avec les autres primates morts. En consommant cette substance, le seigneur est entouré d'une aura rougeâtre. Manso casse une pierre divine et la partage avec ses camarades. Avant d'en manger, il remercie Mère Nature et l'esprit du dieu de la terre, transmis par leurs ancêtres. En ingérant la pierre, les soldats sentent leur énergie spirituelle augmenter. Car manger la moelle d'une pierre divine renforce l'énergie spirituelle et rend plus fort. Kai veut en prendre davantage, mais Manso l'avertit que ce n'est pas possible, ils ne sont que de simples soldats. Un guerrier annonce alors au seigneur que les autres pierres seront livrées au château. Un vieux combattant, Maître Basco, dit à Manso et Kai que la plupart de ces pierres doivent être réservées aux porteurs de bénédiction, comme le seigneur Ola, car la stabilité est assurée en rendant les forts encore plus puissants, ainsi fonctionne ce monde. Kai, réalisant cela, se lamente que des soldats comme lui doivent devenir plus forts sans l'aide de ses ressources. Plus tard, lors d'un festin au village, le chef annonce que les terres humaines dans des régions reculées sont attaquées depuis longtemps par les semi-humains. Mais Lag a été protégé grâce aux efforts de ses braves guerriers, et il est fier de tous. Fatigué des discours, Manso veut juste manger, et heureusement, Moloch conclut vite avec une prière de remerciement à Mère Nature. Ravi, Manso se jette sur la nourriture, mais a du mal à mordre dans une partie particulièrement coriace du repas. À côté, un autre soldat rêve de manger autant que ses camarades, mais un compagnon lui dit qu'il doit simplement travailler plus dur. Kai remarque à quel point Manso est chanceux d'avoir plus à manger que lui, et son ami lui répond qu'il n'est pas chef d'escouade pour rien. Sur ces mots, Kai jure de s'entraîner jusqu'à l'épuisement pour devenir plus fort, et ainsi mériter une nourriture digne de ce nom. Et il tient sa promesse, le jeune guerrier s'entraîne au maniement de la lance en pleine nuit. Mais il finit par tomber sur le dos après avoir manqué une marche. Clairement, la maigre nourriture qu'il reçoit n'est pas suffisante. Furieux, le garçon hurle qu'il veut une boulette de riz. C'est à ce moment précis que Manso arrive et lui demande ce qu'est ce truc, une boulette de riz. L'ami explique que ça lui est juste venu à l'esprit et, même s'il ne sait pas ce que c'est, il est certain que ça doit être bon. Manso répond que le gamin déraille parfois complètement, ce que Kai reconnaît lui-même sans trop savoir pourquoi. Finalement, Kai demande à son pote de regarder les tombes du village, celles des gens ayant une famille, puis celles de gens comme lui, sans parents ni frères ni sœurs. Ce ne sont que des brindilles et des pierres recouvertes de lierre, car personne n'est là pour pleurer leur mort. C'est pourquoi le garçon pense qu'il est condamné à être oublié. Honnêtement, il a l'impression de n'avoir jamais vécu dans ce village dès le départ. Cela crée en lui un besoin de refuser cette réalité, et c'est pour cela qu'il veut devenir aussi fort que possible, pour survivre. Pour que cela se réalise, il doit manger la maigre nourriture disponible et s'entraîner plus dur que quiconque. Mais ce n'est pas suffisant pour survivre. Kai a besoin de quelque chose pour l'aider à gagner des batailles, une compétence qui pourrait élever son statut à un tout autre niveau. Écoutant chaque mot, Manso renforce sa conviction que ce gamin vit dans un monde de fantaisie. Pendant ce temps, Ola est en pleine discussion avec sa sœur, José. Selon le guerrier béni, leur père n'attend pas d'elle qu'elle fasse comme lui, car les femmes de la maison du baron n'ont pas besoin d'apprendre à se battre. En disant cela, Ola prend le bâton des mains de sa sœur et s'éloigne, tandis que José déplore qu'elle aurait pu aider le village si elle avait été un homme. Retour au jeune soldat, qui s'entraîne avec le chef d'escouade. Ce dernier lui dit clairement qu'il ne gagnera aucune bataille s'il continue de reculer. À un moment, Kai est touché et retombe sur le dos. Mais au lieu de heurter le sol, son corps plonge dans une mer fantastique couverte de braises. Soudain,
une réaction électrique charge son corps flottant jusqu'à une ville moderne dans un autre monde, tandis qu'une étrange énergie se génère dans sa main. Kai se réveille à cet instant précis, convaincu d'avoir été victime d'une sorte de magie. Manso pense qu'il a encore reçu un coup sur la tête qui lui a fait perdre la boule, et s'excuse. Mais Kai se relève avec une étrange confiance et un sourire au visage. Seul avec ses pensées, il réfléchit, une fois de plus, il a été confronté à des souvenirs de choses qu'il n'a jamais vécues. Parfois, il voit des souvenirs inconnus, des scènes dont il n'a jamais entendu parler. Et à ce qu'il paraît, certaines personnes sont comme ça. Mais il ne peut pas dire à qui que ce soit qu'il vit ça lui aussi, même pas à Manso. En réalité, ce sont ses souvenirs qui ont fait découvrir les boulettes de riz à Kai. Pourtant, ses visions n'ont rien changé à sa vie. Même si c'est de la magie ou quelque chose dans le genre. En vérité, Kai n'a jamais vu de magie de sa vie, car cela n'existe que dans les contes de fées. Mais pour une raison ou une autre, ces choses continuent d'apparaître dans ses étranges visions. Et si, par hasard, il pouvait utiliser des sorts en combat, ce ne serait pas une mauvaise chose. Plus tard dans la nuit, Moloch Vezin reçoit un message par l'un des aigles dressés du village. En rentrant chez lui, il discute avec Ola d'une horde d'or apparue dans la forêt à l'ouest, ce qui signifie que la prochaine bataille se déroulera près de Banya. La cérémonie d'alliance étant prévue dans quelques jours, le village de Lac doit s'y rendre rapidement. Hier, c'étaient les singes. Et maintenant, les ors sont prêts à leur casser la tête à nouveau. Moloch se désole que les soldats n'aient même pas le temps de se reposer. Mais son fils lui rappelle que c'est le devoir d'un soldat de marcher et de verser son sang pour défendre ses terres, sans poser de questions. Malgré tout, le chef réplique que tous les villageois sont les enfants de Moloch. Ne parvenant pas à dormir, Kai évoque l'absurdité de produire des flammes avec sa main. Dans le lit voisin, Manso lui demande ce qu'il est encore en train d'inventer, et Kai explique qu'il pensait à quelque chose comme un rêve éveillé. Manso répond que ce n'est peut-être pas un rêve. Un jour, un moine voyageur aurait fait la même chose, sans signe de feu, dans un endroit complètement plongé dans l'obscurité. Il leva le doigt et invoqua des flammes comme s'il s'agissait de lumière. Kai est impressionné par cela et demande si c'est vraiment vrai. Son ami lui répond que ce n'est qu'une histoire qu'il a entendue un jour. Le lendemain, le jeune rêveur quitte le dortoir tôt le matin et repense à ce qu'il a entendu avant de s'endormir. Peut-être, pour une raison inconnue, pourrait-il lui aussi faire jaillir du feu de ses doigts, à condition que cette histoire de magie soit réelle. D'après ce qu'il sait, cette chose fonctionne grâce à une puissance mystérieuse présente dans le monde. Et justement, le monde dans lequel vit Kai est aussi composé de cette énergie mystérieuse. Chaque personne possède une énergie spirituelle qui augmente lorsqu'on consomme des pierres divines. Si l'on parvient à en accumuler une bonne quantité, il se pourrait que le garçon découvre quelque chose d'exceptionnel. Pour tester sa théorie, Kai se rend d'abord à la plantation derrière le dortoir et essaie d'invoquer du feu avec son doigt à l'aide d'un mot de commande. Mais rien ne se passe. Ensuite, il saisit son poignet de l'autre main et concentre tout son esprit sur son doigt, mais il semble que le simple désir ne suffise pas. La question est donc, comment peut-il rassembler cette énergie spirituelle? Sachant que cette énergie se trouve probablement dans sa poitrine, Kai concentre son esprit pour ressentir cette zone de son corps, et y perçoit une sorte de chaleur, à l'endroit où serait supposé se trouver sa pierre divine. Porté par cette chaleur, il pointe à nouveau son doigt vers l'avant pour tenter de projeter du feu. Mais avec toute cette concentration, il est plus facile de tomber sur les fesses. Pendant ce temps, une légion d'orques marche vers l'ouest, laissant derrière elle une traînée de cadavres humains, jusqu'à atteindre les environs de Lag. Sans tarder, Maître Basco apprend par un message du baron de Banya que l'espèce ennemie observe leurs mouvements depuis la forêt. Dans une opération conjointe, des soldats des deux villages s'unissent pour enquêter dans les bois. Et lorsqu'ils aperçoivent les ors rôdants, un groupe d'éclaireurs humains les prend en chasse. Kai et Manso font partie du bataillon. Manso transperce la poitrine de la première cible et la met au sol. Kai tente de garder son équilibre au milieu du combat, mais il est heurté par un camarade de Bana qui est projeté sur lui. L'orque responsable s'approche lentement de sa prochaine victime, piégé sous le soldat mort, incapable de se dégager. Mais au moment où il allait être tué, Kai est sauvé par une pluie de flèches qui s'abattent sur le monstre. Furieux, Manso ordonne à Kai d'arrêter de faire l'idiot, tandis que le jeune combattant ressent une vive douleur à la jambe. Pendant ce temps, Ola surgit à travers les arbres de la forêt et enfonce la tête d'un orque dans le sol, sans même avoir besoin de son arme. Les autres porcs géants, témoins de la scène, prennent la fuite. Ola les poursuit aussitôt. Un soldat pense à faire de même, mais un collègue le prévient que cela ne servirait à rien, ils sont invisibles aux yeux du Seigneur. Manso est forcé de porter son compagnon blessé, qui s'excuse de lui causer tant de soucis. Soudain, un soldat annonce que Ola a quitté la zone, ce qui déroute le chef d'escouade, car des ors sont encore en combat. Kai demande à son ami de le laisser là, mais bien sûr, Manso refuse et le ramène à la base. Maître Basco ordonne alors aux escouades restantes de se disperser et de courir, pour empêcher les ors de tous les poursuivre. Malheureusement pour les deux jeunes, un orque les suit lentement, pour s'amuser, sachant qu'ils finiront par mourir. Conscient de cela, Kai supplie Manso de partir sans lui,
affirmant qu'il aurait fait pareil si la situation avait été inversée. Attristé par cette dure réalité, l'allié lui promet d'arracher les lianes qui pousseront sur sa tombe, puis s'enfuit. Finalement, Manso ayant pris la fuite, Kai retourne dans l'œil de la tempête, là où ses camarades fuient et meurent sous les coups de semi-humains ennemis. Mais le jeune homme refuse de mourir. Il se le répète autant que nécessaire, tandis que des souvenirs de sa vie défilent devant ses yeux. Soudain, il s'arrête. Il sent la présence de son poursuivant et lui crie d'arrêter de se cacher et de venir l'affronter. En dernier recours, l'humain tente de faire jaillir de la magie de son doigt, sans succès. Soudain, une machette vole en direction du garçon, lui entaille l'épaule, et de faibles étincelles jaillissent de son index. L'orque qui a lancé la machette fonce sur lui et l'attrape par le cou. Pourtant, Kai continue de refuser la mort. Il ne veut pas que son énergie spirituelle soit consumée en cet endroit. À ce moment-là, sa poitrine commence à brûler si intensément que des étincelles plus fortes jaillissent de son doigt. Kai pointe son doigt vers l'ennemi et ordonne à la magie du feu d'apparaître, et c'est exactement ce qui se produit. Une langue de flamme jaillit vers le visage du cochon géant avec une telle intensité qu'il relâche immédiatement le jeune homme. Finalement, l'orque tente de revenir au combat, mais succombe à ses blessures et s'écroule. Émerveillé par ce qu'il vient d'accomplir, Kai se sent fier de lui, bien qu'il ne puisse pas encore contrôler le feu qui consume sa main et brûle son corps. Pire encore, il s'effondre au sol sans comprendre pourquoi. Bientôt, un frisson l'envahit, comme si sa vie était aspirée à cause de l'utilisation excessive de son énergie spirituelle. Kai pense qu'il va peut-être mourir ici. Mais, puisqu'il a réussi à allumer le feu, il se dit qu'il peut peut-être aussi l'éteindre avec de l'eau, par exemple. Cela lui rappelle que l'énergie spirituelle circule comme de l'eau, et qu'il faut refermer la porte imaginaire pour stopper le flux. Et comme si cela ne suffisait pas, l'orque se relève et repart à la poursuite du garçon. Face à cette pression de vie ou de mort, Kai ferme les portes de son esprit et stoppe le flux de l'eau qui alimentait la flamme de son doigt. Cependant, toujours affaibli, le garçon est emporté par le cochon, incapable de réagir. Bien qu'il voie à peine à cause de ses blessures, l'orque l'emmène jusqu'à une falaise pour le tuer. Mais puisqu'il allait mourir de toute façon, Kai prend une dernière inspiration et tranche le ventre de son adversaire avec son couteau. Dans ce mouvement, les deux tombent de la falaise et plongent dans l'eau en contrebas. Malgré la chute, le protagoniste est encore en vie. L'ogre, lui, est bel et bien mort. Bon, c'est un peu glauque, mais le héros boit littéralement un peu de son cœur. Le protagoniste parvient à récupérer de l'énergie, mais malheureusement, sa blessure continue de saigner. Kai sait que c'est la fin pour lui, qu'il n'y a pas d'échappatoire, même s'il refuse encore de mourir. Au moins, il est reconnaissant que l'endroit où il se trouve est une belle vue. Pendant la nuit, un homme demande à Manso ce qu'il fait ici, et surtout, où est le nouveau qui l'accompagne toujours. En voyant l'expression de Manso, l'homme comprend que quelque chose ne va pas. Manso lui demande d'être fort et d'oublier, car c'est ce qui arrive souvent dans ce genre de vie. De retour avec Kai, il ne comprend pas pourquoi il est encore en vie. Sa blessure était grave et rien ne la faisait cicatriser. Pourtant, elle est maintenant complètement guérie. Il se demande si cela vient de la pierre divine qu'il a bu, mais une simple nuit de sommeil ne devrait pas suffire à guérir une telle blessure. Il trouve cet endroit étrange, une sorte de nostalgie le prend sans qu'il sache pourquoi. En retirant un peu d'herbe, il découvre quelque chose gravé dans la pierre. Pour mieux voir, il utilise sa magie de feu, et ce qu'il découvre le dépasse. Imagine revenir miraculeusement à la vie, pour mourir accidentellement quelques minutes plus tard. Heureusement, il survit. Mais il remarque alors des marques sur son visage qu'il ne connaissait pas. Il s'agit de la marque divine d'un gardien porteur. Même si la marque disparaît peu après, Kai veut savoir ce qui est inscrit sur cette pierre. Mais après analyse, il se rend compte qu'il ne comprend rien du tout, alors il s'enfuit en se demandant pourquoi il est porteur d'une marque divine, alors qu'il ne devrait même pas être capable d'en avoir une. Pour l'instant, il décide de retourner auprès des autres. Mais pendant l'ascension, il abîme facilement les pierres, car sa marque divine lui donne une force démesurée. Une voix surgit soudain et lui dit « Pars ». Il se met alors à grimper à toute vitesse, escaladant la colline en quelques secondes. Même lui n'en revient pas. Ce pouvoir est incroyable, peut-être même meilleur que la magie qu'il a utilisée contre l'ogre. Kai se demande s'il s'agit réellement du pouvoir d'un dieu. Il a entendu dire que les dieux de la terre accordaient leur pouvoir aux humains. Si c'est vrai, à quel moment l'a-t-il reçu? Peut-être pendant son sommeil? Ce qui compte pour lui maintenant, c'est qu'il va probablement mieux manger. Enfin, une nouvelle inquiétude le traverse, est-il possible qu'il ne soit pas un gardien, malgré sa marque divine? Le mieux serait de ne rien dire à personne pour le moment. Après plusieurs heures, Kai retrouve enfin ses compagnons, et Manso est plus qu'heureux de voir qu'il est vivant. Quelques jours passent. Le héros a repris ses tâches quotidiennes, mais plusieurs camarades lui demandent combien de temps il compte labourer les terres. Il se regarde dans l'eau et remarque que sa marque divine n'est pas visible. Peut-être qu'elle n'apparaît que lorsqu'il donne tout ce qu'il a. Pendant une pause, on lui demande pourquoi il est si fort, et il lâche, sans prévenir, que c'est sûrement parce qu'il a bu sa ration de pierre divine. Il lui demande comment c'est possible. Kai explique qu'à la bataille, un groupe d'ogres est tombé dans la forêt,
et qu'il a mangé entre 10 et 20 de leurs pierres. Comme il était blessé et affamé, il n'a pas pu se contenir. Manso n'est pas surpris, car il avait déjà entendu parler d'un gars qui, après avoir bu énormément, avait grandi d'un coup. Manso est conscient que personne ne pourrait obtenir autant de pierres divines à moins que ce ne soit lors d'un combat, alors il le félicite d'avoir trouvé cette fameuse technique secrète dont il parlait tant. Pendant ce temps, une fille nommée Elsa observe toute la scène, et ses amis lui demandent si elle est tombée amoureuse. Évidemment, elle nie tout et retourne au travail. José demande à ce type comment avancent les préparatifs, et le vieil homme lui répond que tout se passe bien, comme ce sont des offrandes funéraires, il a choisi les meilleures possibles. Revenons à Kai. Il s'est isolé dans un endroit tranquille pour se concentrer et utiliser sa magie de feu, qui a enfin fonctionné cette fois. La différence, c'est que maintenant, il ne sent pas que son énergie spirituelle diminue. Il est évident qu'il possède beaucoup de pouvoir, mais il ne peut s'empêcher de se demander si c'est grâce à la protection d'un dieu. Soudainement, José fait irruption en faisant tout un boucan et lui demande ce qui se passe avec son doigt. Même s'il tente d'échapper à ses questions, elle insiste pour qu'il lui explique tout en détail. Après un moment, avec plus de contexte, elle lui demande s'il essayait vraiment de créer du feu avec son doigt, et surtout, elle trouve fou que ça ait fonctionné. José pense que Kai a l'air d'un thaumaturge, une personne avec des capacités mystérieuses qui semblent impossibles. Le protagoniste est surpris que ce soit considéré comme une capacité et non comme de la magie. José a déjà entendu ce mot, magie, mais dit qu'elle est étonnée que Kai ne semble même pas fatigué. Maintenant qu'elle y pense, elle a entendu dire qu'il avait bu des pierres divines. En tenant compte de cela, elle décide qu'ils devront s'entraîner ensemble désormais. Plus tard, elle lui demande si c'est vraiment toute sa force, en gros, elle le défie à se battre sérieusement. Kai accepte le défi. Cependant, après l'entraînement, il ne comprend pas pourquoi sa marque divine n'est pas apparue pendant le combat. Un peu plus tard, il dit à José qu'il pensait que tous les gardiens étaient aussi puissants les uns que les autres. José répond qu'elle est un peu plus faible que certains, mais ce n'était pas le sens de sa remarque. Elle continue en expliquant que la force d'un gardien porteur varie selon la puissance de son dieu de la terre. Bien sûr, il est évident qu'un gardien porteur doit aussi s'entraîner et devenir fort par lui-même. Elle, par exemple, doit encore beaucoup s'entraîner pour devenir raisonnablement forte. Le protagoniste doute fortement que ce soit vrai, mais José se met sur la défensive en disant que les femmes peuvent aussi être puissantes et qu'elles doivent toujours être prêtes à se battre. Elle raconte aussi que les gardiens deviennent forts pour gagner des batailles, même si ce n'est pas la seule raison. Comme il se fait tard et que son père ne sait pas qu'elle s'entraîne ainsi, elle décide de rentrer. Le protagoniste lui demande ce qu'elle voulait dire par les gardiens ne deviennent pas forts uniquement pour gagner des batailles, mais elle ne peut pas lui en dire plus pour l'instant. Comme elle devra faire le nettoyage de tombes dans quelques jours dans un village abandonné, elle demande à Kai de l'accompagner, et là, elle lui en dira plus à ce sujet. Le moment venu, un compagnon demande à Kai si c'est vrai qu'il escorte mademoiselle José parce qu'elle a personnellement demandé sa présence. Manso doute que ce soit vrai, mais les autres commencent à avoir des soupçons. Une fois arrivé dans ce village, on apprend qu'il était autrefois habité, mais qu'il est désormais complètement désert à cause des attaques de semi-humains. Il n'y a plus de terre fertile ni de vie. Ce type dit au protagoniste que la grâce du dieu de la terre a diminué et n'atteint plus cette région, ce qui est très grave, car c'est cette grâce qui permet aux cultures de pousser. José arrive pour informer son serviteur qu'il va explorer le village, et que le héros l'accompagnera. Après avoir marché un moment, ils arrivent à un endroit où José commence à prier pour que la grâce du dieu de la terre s'accumule. Seuls les gardiens liés à ce dieu peuvent faire cela. Le protagoniste n'en savait rien, alors elle lui explique que ce dieu s'est affaibli ici parce que ce village, nommé Eda, est inhabité. Il se trouve que José est aussi la gardienne de ce village, et donc elle aussi est affaiblie. La seule chose qu'elle peut encore faire pour le moment, c'est maintenir ce petit jardin en vie. La différence est énorme, car dans le village de Lag, les récoltes sont excellentes grâce à leur seigneur, qui est très puissant. Cet homme ne néglige jamais ses entraînements pour rester au meilleur de sa forme. José ajoute qu'il mange beaucoup de pierres divines, justement pour cela. Plus les gardiens de la terre sont puissants, plus ils reçoivent la faveur de leur dieu. C'est ainsi que le village prospère, que les gens mangent mieux, et que le dieu de la terre devient lui-même plus fort. Le protagoniste comprend alors ce qu'on voulait dire quand on lui expliquait que les gens ne devenaient pas plus forts uniquement pour gagner des combats. Pendant ce temps, des serviteurs inspectent l'intérieur du lieu et confirment que tout semble en ordre. Le groupe 1 devra monter la garde, pendant que les autres descendront avec José. Un peu plus tard, on voit une pierre, apparemment la tombe du dieu de ce lieu. Le protagoniste remarque que c'est la même écriture que celle qu'il avait vue sur la pierre de la vallée où il a failli mourir. Il se demande si ces deux pierres sont liées. Mais en la touchant, il commence à lire « Moi, Edaren, suis ton serviteur. Je sers le dieu Lagdalatuka ». Kai ne comprend pas pourquoi il peut lire ces mots juste en touchant la pierre. Et de l'autre côté, c'est la même chose, bien qu'il y ait des mots aléatoires. José lui demande ce qu'il se passe, mais en la regardant de plus près, il devient tout à coup nerveux. Pendant ce temps,
à l'extérieur, des visiteurs inattendus approchent. La fille confie à Kai qu'elle espère un jour pouvoir reconstruire ce village. Elle a reçu la protection de Eda, le dieu de cette terre, et se sent donc responsable de cet endroit. Elle promet de devenir plus forte pour redonner vie au village et pouvoir y faire pousser toutes sortes de cultures, de fleurs, et plus encore. Son souhait est que de nombreuses personnes puissent vivre ici en paix. Les autres l'ont entendu et sont prêts à l'aider du mieux qu'ils peuvent. Kai comprend maintenant que les gardiens ont des responsabilités envers leur dieu, leur terre, leur village, leur peuple, mais lui, il ne sait toujours pas quelles sont ses responsabilités. Il ignore quelle est sa terre, ou qui est son dieu. Mais ce questionnement devra attendre, car on vient de les prévenir que les macaques attaquent. José veut se battre, mais on le lui interdit, elle est trop importante et sa priorité est de revenir saine et sauve. Cependant, sur le chemin du retour, elle tombe sur un énorme macaque qui a piétiné les rares fleurs du jardin. Là, José est vraiment furieuse. Et même lorsqu'un autre macaque apparaît, sa détermination ne faiblit pas. Elle active donc sa marque divine et se prépare à combattre. Mais comme elle n'a pas d'expérience en vrai combat, c'est le protagoniste qui intervient pour la sauver. Et non, il ne se contente pas d'en vaincre un seul, il en terrasse plusieurs très puissants. Le problème, c'est que José a remarqué la marque divine du héros, et cela la laisse complètement sous le choc. Après les événements, Ola réprimande José, trouvant absurde qu'elle soit restée paralysée devant l'ennemi alors qu'elle n'aurait même pas dû se trouver là. Il insiste sur le fait que les femmes ne devraient pas apprendre à se battre. José lui répond que si, les femmes en sont capables, mais Vessin estime que ce qui compte, c'est qu'elles soient saines et sauves. Il leur conseille aussi de rester sur leur garde car un inspecteur de la région centrale va bientôt arriver. Ola comprend et part informer ses soldats. José présente ses excuses à son père, mais ce dernier s'intéresse surtout au protagoniste, car il a réussi à vaincre plusieurs macaques sans aucune aide. En réalité, ses amis se moquent déjà de lui, car tout le village d'Eda sait qu'il a été un héros. Même s'il essaie de nier, tout le monde est au courant, et on le taquine sur sa relation supposée avec mademoiselle José. Les filles du coin n'en reviennent pas du vacarme que font tous ces garçons, mais elles estiment que le seul garçon prometteur par sa force est actuellement Kai. Elles ont toutes deux remarqué qu'Elsa semble un peu attirée par lui et lui conseille donc de marquer son territoire avant qu'on ne lui vole. La pauvre Elsa ne sait plus comment se débarrasser d'elle. José vient voir le protagoniste pour discuter un peu, et il n'en faut pas plus pour attirer les regards. Une fois seule, elle le remercie de l'avoir sauvé au village d'Eda. Cependant, elle est persuadée d'avoir vu une marque divine sur son visage. Mais, mettant ce sujet de côté, elle avoue qu'elle est restée paralysée devant l'ennemi, ce qui lui a fait comprendre deux choses. Premièrement, la force ne suffit pas, et deuxièmement, il faut du cœur et du talent pour utiliser cette force. C'est pourquoi elle a décidé de s'entraîner chaque jour des 2 mains, et elle veut qu'il s'entraîne avec elle. Le protagoniste ne comprend pas trop, mais accepte quand même. 2 autres garçons les observent, rongés par la jalousie de voir Kai discuter si naturellement avec José. Pendant qu'il coupe du bois, Kai pense à tout ce qui l'attend, car il devra s'entraîner dur. Elsa arrive pour lui donner de l'eau, ce qui le surprend. Elle explique que c'est à la demande des autres. Le garçon la remercie, car il avait justement très soif. Elsa est ravie, mais une autre fille l'appelle pour aller faire quelque chose. Kai ne comprend pas trop, et c'est Manso qui lui demande s'ils sortent ensemble, ce que le héros nie aussitôt. Cependant, il croit entendre le chant d'un oiseau, un son qui lui est très familier. Après réflexion, il se souvient que c'est dans cette vallée qu'il l'a entendu pour la première fois, et il rêve d'y retourner. Pendant la nuit, alors que tout le monde dort, le protagoniste sort discrètement. Même Kai n'en revient pas de sa vitesse. Il est tellement heureux qu'il se laisse tomber dans l'eau en regardant le ciel. Juste à ce moment-là, l'oiseau chanteur réapparaît, ce qui est étrange, car voir un oiseau la nuit, c'est rare. Kai décide de suivre l'oiseau, ce qui le mène jusqu'à des runes, qu'il est malheureusement incapable de lire. Il demande à l'oiseau s'il a survécu grâce à sa bénédiction, car si c'est le cas, il veut le remercier. Il décide alors de nettoyer toute la pierre comme geste de reconnaissance, puis repart. Cependant, il remarque quelque chose d'étrange, malgré l'obscurité totale, il voit tout parfaitement. Il se demande si cela aussi fait partie de la bénédiction. Ensuite, il boit un peu d'eau, mange quelques fruits, et le protagoniste a l'impression de vivre pratiquement au paradis. Il remarque que ces terres sont extrêmement fertiles. Il se dit que ce ne serait pas une mauvaise idée d'y construire une maison. C'est alors qu'il commence à grimper, et une fois arrivé au sommet, il pense qu'il devrait abattre quelques arbres pour poser les fondations. Le problème, c'est qu'un simple couteau ne suffit pas. Il tente alors de couper un arbre en utilisant un peu de magie de feu, mais le maladroit ne pense pas au fait qu'il pourrait littéralement déclencher un incendie de forêt. Heureusement, il parvient à éteindre les flammes à temps. Il doit maintenant trouver une autre méthode pour couper l'arbre. En y réfléchissant, il se rend compte qu'il a créé du feu à partir de rien. Donc, peut-être qu'il peut imaginer quelque chose qui lui permette de couper l'arbre. La magie semble rendre réel ce qu'il imagine. Il pense donc que couper quelque chose signifie rompre les liens de ces molécules. Mais attends, comment sait-il ça? Il se demande soudain, c'est quoi des molécules,
des liaisons. Et oui, notre héros est de nouveau victime d'un de ces épisodes de souvenirs inconnus. Pour l'instant, il ne s'y attarde pas, car il veut se concentrer. Plutôt que de couper, il se concentre sur le fait de démêler les liaisons de l'arbre. Mais juste au moment où quelque chose allait se produire, il semble qu'un bruit ait effrayé de nombreux animaux. Quelque chose s'approche de ce côté-ci. Il s'agit d'un groupe d'ogres aux intentions peu rassurantes, mais ce que Kai a réellement entendu, ce sont plusieurs personnes qui semblent vouloir entrer dans la vallée. Il ne compte pas les laisser faire, alors il active sa marque divine et fonce leur demander ce qu'ils fabriquent. Mais il est vite surpris en voyant que ces personnes lui demandent pitié, le suppliant de ne pas leur ôter la vie. Ils ont l'air d'enfants, mais n'en sont pas. L'un d'eux devient agressif, pensant que Kai est venu profaner la vallée. Un vieil homme l'arrête et demande au protagoniste s'il comprend ce qu'il dit. Kai répond que oui. Le vieillard se présente comme Polek, le chef du peuple Korol. Le héros avait déjà entendu parler des Korol, mais ne les avait jamais vus en vrai. Kai félicite le vieillard pour parler la langue humaine avec une telle perfection. Polek explique qu'ils ont déjà eu des échanges avec des marchands humains, car leur artisanat est très prisé. Cependant, ils souhaitent s'excuser d'être entrés dans une zone interdite sans autorisation. Ils sont venus invoquer l'accord du grand dieu de la vallée, un dieu qui, selon lui, ressemble beaucoup aux humains. Kai est complètement perdu après avoir entendu ça. Mais une fois le calme revenu, le vieil homme explique que depuis des temps immémoriaux, les Korol vivent dans les forêts et vénèrent les dieux de la terre. Or, il y a quelques jours, les ogres les ont attaqués pour tenter de leur voler leur dieu terrestre. Les Korol étant trop faibles, ils ne pouvaient pas se défendre. Les ogres les ont donc chassés de leur terre, et désormais, ils sont en fuite. Polek supplie le protagoniste pour qu'il appelle le dieu médiateur, de les aider dans leur détresse. Kai lui demande d'attendre un instant, d'abord, il veut savoir ce qu'est un dieu médiateur et pourquoi il l'appelle ainsi. Un dieu médiateur est un être dont la puissance dépasse toutes les créatures, et qui protège la création tout entière. Le héros demande si c'est vraiment lui, puis répond aussitôt, non, c'est impossible, je ne peux pas être une chose aussi incroyable. Un autre Korol doute également. D'après ce qu'il a entendu, le dieu médiateur était une figure imposante qui punissait les méchants et les infidèles, et il a bien du mal à croire qu'un simple garçon comme Kai puisse être cette entité. Mais Polek, lui, en est persuadé. Il affirme que c'est bien lui. Dans sa jeunesse, il est entré dans la vallée sans autorisation et a reçu le châtiment du dieu, il est devenu aveugle. Et pourtant, dit-il, malgré cette perte, il voit aujourd'hui bien des choses. Par exemple, il sait que le monde est rempli de lumière spirituelle, la lumière de l'énergie spirituelle. Polek a remarqué que Kai est empli d'une noble lumière spirituelle bleue. Rien qu'avec cela, il est convaincu que Kai est bel et bien le dieu médiateur, celui qui a reçu la protection du dieu de la vallée. Kai n'arrive pas à y croire, mais le vieillard insiste que c'est la vérité. Et c'est là, que les choses deviennent sombres, car le vieil homme révèle qu'en plus de ce qu'il a raconté, sa petite fille a déjà offert sa vie à la vallée comme sacrifice. Et oui, ils sont en train de la descendre en ce moment même. Kai n'en revient pas. Il refuse qu'on sacrifie des vies comme si elles ne valaient rien. Malheureusement, la jeune fille est tombée de haut, elle est grièvement blessée, et notre héros ne sait pas comment l'aider, sauf qu'il se rappelle qu'il avait pu soigner ses propres blessures. Il tente donc la même chose avec elle. Il se met alors à penser à la manière de la soigner. Il se dit qu'il peut réparer ses cellules endommagées, même s'il ne sait pas du tout ce que sont des cellules, il les mentionne quand même. Et il semble bien que ça fonctionne. Il décide donc de la laisser se reposer tranquillement pour qu'elle récupère. Kai est stupéfait par les possibilités qu'offre la magie. Mais il doit maintenant redevenir sérieux, les ogres sont apparus, et ils causent clairement des ravages. Ils veulent exterminer les Korol. Kai ne perd pas une seconde et se précipite, il ne les laissera pas faire. Il leur demande ce qu'ils fabriquent ici, mais un ogre, qui est aussi un porteur de marque, refuse de lui donner la moindre explication. Kai se prépare au combat, mais voilà que la voix mystérieuse d'autrefois lui ordonne d'en finir avec eux, de sceller leur sang et de leur insuffler la peur. Kai se demande s'il s'agit de la voix du dieu de la vallée. Et on dirait bien que oui, car les pierres brillent plus que jamais. Le héros se prépare donc à faire trembler les ogres, et Polek vient lui prêter main forte, car lui aussi, surprise, est un porteur de marque. Il précise toutefois que son aide est sincère, car lui et son peuple sont de fidèles dévots du dieu de cette vallée. Kai accepte son aide. Les ogres commencent à ressentir la peur en voyant à qui ils ont affaire. Pourtant, l'ogre porteur de marque ordonne à ses troupes de continuer à se battre coûte que coûte, car ils ne doivent pas abandonner. Le protagoniste élimine 2 ogres d'un coup, et le vieillard n'est pas en reste, il manie remarquablement bien l'épée. Il dit à Kai que désormais, tout repose sur lui. Kai répond à l'ogre qu'il ne leur pardonnera pas d'avoir profané la vallée et attaqué les Korol, il ne les laissera pas partir vivants. L'ogre lui demande d'attendre, affirmant que c'est une affaire entre ogre et Korol, que cela ne concerne pas un humain comme lui. Kai lui rétorque que, justement, cela le concerne, car ils sont entrés dans la vallée sans son autorisation. L'ogre s'excuse aussitôt et lui demande un peu de temps pour se retirer, mais Kai est clair, pour préserver la paix de la vallée entière, il doit en finir avec eux ici et maintenant. Voyant que Kai ne fera preuve d'aucune clémence,
l'ogre décide de se battre jusqu'à la fin, mais il perd un bras en seulement quelques secondes. Kai lance alors une attaque puissante pour leur donner une bonne leçon, et les Korol n'en reviennent pas, c'est donc bien lui, le dieu de la vallée. Le vieil homme le savait, il ne pourra jamais oublier ces flammes bleues qui lui ont brûlé les yeux. Après tout ce temps, il voit enfin de ses propres yeux le dieu qui rend justice et miséricorde. Kai, la pierre divine à la main, regarde autour de lui, légèrement confus, alors que ses alliés commencent à rengainer leurs armes. C'est alors que ça le frappe, il vient de tuer un béni pour la toute première fois. Les membres du clan Korol se mettent à chanter dans leur propre langue, et leur chef s'avance pour traduire. Ils se réjouissent, car Kai s'apprête à recevoir la bénédiction du grand sanglier. Ceux qui consomment la pierre divine d'un béni absorbent le pouvoir du dieu de la terre et héritent de sa bénédiction. Même si une personne ne peut être protégée que par un seul dieu à la fois, elle peut consommer le pouvoir de plusieurs dieux pour devenir plus forte et protéger cette vallée. C'est donc avec humilité que Kai décide de partager la pierre divine avec Polek, qui n'en revient pas qu'on lui offre une telle opportunité. Kai lui dit qu'il a joué un rôle dans tout cela et mérite sa part. Polek le remercie, boit sans hésiter, et le liquide noircit ses yeux de manière surnaturelle, une marque de son pouvoir. Quant à Kai, il observe une énergie bleue s'élever de son dos, une énergie que Polek reconnaît comme celle du dieu de la terre. Lorsqu'un béni meurt, l'esprit de son dieu retourne dans son tombeau. Et maintenant, Kai ressent une douleur aiguë et brûlante dans la poitrine, là où repose sa propre pierre divine. Polek soupçonne que c'est un effet secondaire du fait d'avoir consommé une autre pierre divine. Même clairement en souffrance, Kai se redresse avec difficulté et ordonne à tout le monde de rester loin de la vallée. Alors qu'il saute de la falaise, un souvenir le frappe, une scène terrifiante de son enfance. Un immense incendie, des gens le retenant fermement, une ville en ruine envahie par des fleurs mortes et des cadavres. Puis, de nulle part, un singe armé surgit sur son chemin et le menace. Kai se réveille en sursaut dans son lit, et reçoit un choc encore plus grand en réalisant qu'Arway est sous sa couverture. Naturellement, il panique, il n'avait même pas de couverture avant. Elle lui explique calmement qu'elle l'a recouvert, il ne pouvait pas se permettre d'attraper froid. Arway a été offerte au dieu afin que Kai puisse entendre la supplique du peuple Achal. Désormais, c'est son rôle de rester aux côtés du dieu. Kai lui dit aussitôt de retourner auprès des siens, mais elle insiste, elle ne peut pas. Son grand-père lui a prédit que le malheur s'abattrait sur eux tous si elle revenait. Et puis, Kai lui a sauvé la vie. À présent, elle sent qu'elle mourrait sans lui. Alors elle a choisi de servir ce dieu pour toujours. Kai n'aime visiblement pas cette idée, mais en voyant le ciel s'éclaircir, il réalise qu'il est déjà matin et se précipite vers le village. En gravissant la crête, il découvre tout le clan Korol qui l'attend. Leur chef s'incline profondément, remerciant le dieu de l'arbitrage d'avoir rendu justice à ceux qui les avaient blessés. Désormais, il se dévouerait à cette divinité. Kai répète qu'il n'a rien à voir avec tout cela, mais Polek lui rappelle que leur terre natale est toujours attaquée par les Ors, c'est la raison pour laquelle les Korol sont devenus nomades. Qu'importe si c'est temporaire ou non, leur chef supplie le dieu de leur accorder refuge dans la vallée. N'ayant aucun moyen d'éviter cette discussion délicate, Kai finit par accepter, ils peuvent faire ce qu'ils veulent tant qu'ils restent en dehors de la vallée. Là-dessus, il tourne les talons pour partir, mais Polek lui demande un dernier mot. De retour plus tard au village des persécutés, Kai est accueilli par une José furieuse, il est en retard pour l'entraînement. Elle exige une explication, et il fait semblant d'avoir juste trop dormi. Pas vraiment convaincu, elle commence la session déjà énervée et lui assène un coup sans prévenir. Il l'esquive de justesse. Non loin de là, Manso et les autres garçons sont épuisés par le labour des champs à l'extérieur des murs du village. C'est alors que le seigneur Vezine arrive et demande où est Kai. Manso lui répond qu'il est au château, chargé de la gestion des provisions. Sans perdre de temps, le seigneur du territoire défie personnellement Kai à un duel d'entraînement. Après tout, le jeune homme s'était fait un nom en défendant Dame José lors de l'escarmouche au village d'Eda. Honnêtement, la dernière chose que Kai voulait, c'était attirer l'attention. Et voilà que même le seigneur du territoire s'intéresse à lui. Alors que Maître Basco remet son arme à Kai, il le met en garde, pas de coup bas. Même en cas de désespoir, cela pourrait offenser inutilement le seigneur. Malik Vezine affirme avoir entendu les rumeurs, notamment comment Kai a réussi à repousser une bande de singes. À présent, il veut voir de quoi le garçon est vraiment capable. Mais pas d'inquiétude, le seigneur n'a aucune intention de le tuer. Kai se remémore alors le dernier conseil de Polek, cacher le fait qu'il est béni, car il n'a hérité de la protection de son dieu que récemment. Tant qu'il ne maîtrise pas son pouvoir, il serait une proie facile pour d'autres dieux. Fort de ce rappel, Kai décide de se retenir autant que possible, de réprimer sa force pour éviter que son blason n'apparaisse. Le duel commence. Les deux combattants croisent leurs armes au centre de l'arène improvisée. Sans attendre, Moloch lance une attaque puissante. Pris au dépourvu, Kai esquive de justesse, mais une pluie de coups s'abat sur lui, le forçant à reculer. La pression est telle que le blason de Kai apparaît sur son visage. Désespéré de le dissimuler, il baisse la tête. Voyant le garçon courbé, semblant vaincu, Vezine murmure qu'il l'a manifestement surestimé. Mais lorsque Kai évite le coup suivant, il remarque que la marque a disparu.
Ce simple détail lui redonne assez de confiance pour contre-attaquer. Moloch est ravi, il veut voir cette flamme dans les yeux du garçon. Il l'exhorte à s'en servir pour élever le niveau du combat. Pour montrer l'exemple, le seigneur redouble d'intensité. Kai riposte rapidement, visant la taille de son adversaire, mais Moloch abat son bras avec force, brisant le bâton du garçon en deux. Désarmé, Kai ne recule pas. Bien au contraire. À main nue, il attrape la jambe de Vezine et serre si fort que l'homme lâche son arme. Le seigneur réagit aussitôt avec un coup de genou écrasant dans le ventre, projetant Kai en arrière. Du sang coule du nez du garçon, sous les yeux de tous les spectateurs. Elsa est figée par le choc en voyant l'état dans lequel il se trouve. Finalement, ce fut le coup qui mit fin au combat. À genoux, en sang et vidé de toute énergie, Kai a du mal à rester debout. Mais Moloch Vezine éclate d'un rire sincère et déclare qu'il apprécie ce gamin. Le soulevant de ses propres mains, il annonce que, dès le lendemain, c'est lui qui entraînera le garçon personnellement. Lady José n'en revient pas, Kai a tenu tête à son propre père. Même Ola admet que c'était bien au-delà de ce qu'on pourrait attendre d'un simple soldat. Quelques instants plus tard, Manso arrive avec sa bande, tous rieurs en commentant la raclée que leur ami vient de subir. Pendant ce temps, Elsa repense au jour où Kai avait juré de devenir plus fort. Et après avoir vu ce combat, quelque chose s'est éveillé en elle. Plus tard dans la nuit, Kai bondit hors du lit et court joyeusement vers la vallée. José et Moloch occupaient tout son temps dernièrement, et il a enfin trouvé un moment pour s'éclipser. En arrivant, il remarque une cabane allumée et pense immédiatement que les Corolles sont entrés dans la vallée sans sa permission. Mais en jetant un œil à l'intérieur, il découvre Arouet vaquant tranquillement à ses occupations dans la cabane toute neuve. Elle l'a construite de ses propres mains pour son dieu et espère qu'il en sera satisfait. Même si Kai semble touché, il reste ferme dans sa décision de la renvoyer dans sa patrie. Pourtant, la jeune fille fait tout pour séduire son dieu préféré, lui offrant toutes sortes de plats délicieux. Et, le ventre vide, Kai n'a pas eu d'autre choix que de céder, du moins pour cette fois. Sans hésiter, il se jette sur la nourriture et la dévore comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Quand Arouet lui en propose encore, il accepte sans réfléchir. Son regard tombe sur un plateau où repose une langouste parfaitement frite. Il ne peut pas mentir, dans son village, il n'a jamais mangé aussi bien. La joie sur son visage disait tout. Le lendemain, de retour au village, Kai reçoit une portion légèrement plus grande pour le déjeuner. Quelques garales, disant qu'il en a eu plus qu'eux. Mais le cuisinier leur rappelle qu'ils avaient négligé leur travail au champ la dernière fois. S'ils veulent plus de nourriture, ils devront la mériter. Manso plaisante, le printemps est vraiment arrivé pour son pote, et toute cette attention commence sérieusement à l'agacer. Il grogne après quiconque ose le taquiner en public. En observant la scène, Elsa se laissa distraire et versa par erreur une portion trop généreuse dans l'assiette d'un homme. Surpris, il lui demanda ce qu'elle ressentait pour lui, ce n'était pas tous les jours qu'on recevait autant de nourriture. Ce soir-là, Kai retourna sur les terres qu'il était censé protéger et y trouva à nouveau Arouet, marquant une nouvelle soirée dans sa double vie. Tôt le matin, le dieu de l'arbitrage s'entraînait déjà à l'épée avec Lady José. Puis, alors que le jour remplaçait les étoiles, Kai était de retour dans la vallée aux côtés de sa singulière compagne. Les jours passèrent au même rythme. Chaque nuit, Kai travaillait sans relâche pour améliorer la vallée et ses alentours, désormais occupés par les Corolles, qui vénéraient le dieu de l'arbitrage avec un profond respect. Un jour, les villageois luttaient pour déplacer un énorme rocher bloquant leur chemin. Même à une douzaine, ils n'arrivaient pas à le faire bouger. C'est alors que Moloch Vezine intervint en personne. Et, à la stupéfaction générale, il parvint à soulever et à déplacer la pierre uniquement par la force brute. Après cela, il déclara que les récoltes du village prospéreraient encore davantage, et tous restèrent bouche bée devant une telle puissance. Plus tard, Kai tenta de ranimer une fleur grâce à sa bénédiction, mais échoua lamentablement. Frustré, il prit conscience du long chemin qu'il lui restait à parcourir. Le lendemain après-midi, Elsa travaillait joyeusement dans les champs lorsque Kai s'approcha et lui demanda pourquoi elle souriait ainsi. Elle répondit que ce n'était rien de spécial, simplement que les cultures étaient magnifiques cette année. Kai n'y avait jamais vraiment prêté attention, mais en regardant de plus près, c'était effectivement à couper le souffle. Elsa expliqua que les fleurs avaient été cultivées à partir de graines ramenées de leur ancien village. Quand leur foyer avait brûlé, ils avaient au moins réussi à sauver ces graines, un fragment de beauté d'un lieu désormais disparu. Cela fit remonter un souvenir à la surface pour Kai, ils venaient tous deux du village de Lag. Elsa le gronda de l'avoir oublié, mais il se défendit en disant qu'il n'était qu'un enfant lors de l'incendie. Elsa déclara qu'elle était heureuse de voir qu'il recevait davantage de reconnaissance, même l'admiration du chef tribal. Kai, toujours humble, admit qu'il avait encore beaucoup à prouver. Sans famille, il devait constamment faire ses preuves. Il avait bien des amis comme Manso et les autres, mais au fond, il sentait qu'il devait toujours se battre plus fort que les autres. Elsa lui rappela qu'il avait déjà tenu un discours similaire autrefois, lorsqu'il pleurait seul. À l'époque, dans le village de Lag, Kai était isolé, la tête baissée, cerné par le désespoir. Une nuit, un singe géant avait attaqué un groupe de villageois, revendiquant leurs terres. Et bien que n'étant qu'un enfant,
Kai s'était dressé face à la créature pour tenter de la repousser. Il s'était accroché à sa jambe de toutes ses forces, les larmes coulant à flot, comme s'il n'avait plus rien à perdre. En évoquant ce souvenir, une tristesse partagée assombrit leur visage. Elsa avait cru qu'ils étaient condamnés. Mais c'est alors que Moloch Vezin était apparu et avait terrassé la bête d'un coup brutal. Après ce carnage, alors que les villageois sales et affamés s'occupaient des blessés, Moloch se tenait en silence au-dessus du cadavre du monstre. Kai, essuyant le sang coulant de son nez, regarda autour de lui et jura, sur tout ce qu'il avait de sacré, qu'un jour il deviendrait fort. La frustration qui brûlait en lui était insupportable. Il avait vu son peuple mort ou à l'agonie, et il n'avait rien pu faire. Ce jour-là, il fit une promesse qui allait transformer sa vision du monde et guider chacun de ses pas à l'avenir. Le plus étrange, c'est que Kai avait presque oublié ce jour-là. Il en rit un peu, quel genre d'enfant faisait une telle promesse à un si jeune âge? Mais Elsa s'en souvenait très bien. Il avait protégé les siens ce jour-là, et il n'avait jamais cessé depuis. La nuit tombait, les affrontements territoriaux entre demi-humains faisaient rage. Un orc en armure lourde abattit une bête simiesque avant d'être attaqué par une autre, un guerrier béni arborant un blason sur le visage. La créature chargea, mais fut décapité d'un seul coup. Alors que la bataille s'apaisait, l'orc regarda les dizaines de corps éparpillés autour de lui. Ses subordonnés entonnèrent avec ferveur le nom d'Adurakan. Brandissant sa hache ensanglantée, il déclara que le destin des orcs se jouerait dans cette vallée maudite. Pendant ce temps, dans leur refuge sacré, Kai et Arwë savouraient une nouvelle soirée paisible, loin du tumulte du monde.